Vivre une vie passionnante, pleine et sereine est possible, à condition de renforcer notre équilibre émotif. L'anxiété ou la peur sont les signes caractéristiques d'une relation difficile à notre expérience quotidienne. Retrouver une approche mentale positive qui nous fait sentir en sécurité et enthousiaste de notre vie est possible à tout âge et dans toute situation, à condition d'adopter et cultiver une structure mentale saine qui nous permet de rester pleinement acteurs de nos actions et nos décisions. Développer cette force mentale et émotive est le principal focus de la psychologie comportementale. Dans cette vidéo, découvrez ces éléments fondamentaux. Mind Parachutes. À chaque idée, de nouveaux horizons. L'art de ne pas s'empoisonner la vie de Raphaël Santandreu. Les courants philosophiques du stoïcisme visaient à développer une capacité mentale et émotive afin de mieux se confronter aux situations difficiles de la vie. Cela se passe en cultivant un dialogue intérieur positif, ce qui ne signifie pas de ne jamais ressentir des émotions ou des pensées négatives, mais de ne pas ressentir des émotions négatives exagérées. Comme l'a dit le philosophe grec Épictète, ce n'est pas ce que nous arrive qui nous impacte, mais ce que nous nous disons à propos de ce qui nous arrive. Nous avons souvent l'impression qu'il y a une relation linéaire directe entre les faits extérieurs qui nous arrivent, la fin d'une relation, des problèmes au travail, une discussion animée avec un proche, et les effets émotionnels, la dépression ou la colère. En réalité, entre les faits extérieurs et les effets émotionnels, on retrouve nos pensées et notre interprétation des faits extérieurs. Et c'est notre interprétation personnelle qui peut complètement transformer les émotions que nous ressentons dans une situation donnée. Dans son livre « L'art de ne pas s'empoisonner la vie », Raphaël Santandreu, un des psychologues les plus renommés en Espagne, partage les principes nécessaires pour changer le modèle mental que nous utilisons pour interpréter le monde autour de nous et développer ainsi la force émotive et des caractères pour vivre une vie pleine et passionnante, indépendamment des circonstances que la vie elle-même nous présente. Si vous souhaitez vous améliorer dans votre vie pro et perso, abonnez-vous à Mind Parachutes et activez les notifications. Chaque semaine, vous découvrirez en quelques minutes l'essentiel des meilleurs livres de développement personnel. Vous pouvez télécharger la Mindcard de cette vidéo en format PDF et de toutes les vidéos précédentes en vous inscrivant sur le site internet mindparachutes.com. Vous pouvez m'aider à faire grandir cette belle communauté de Mind Parachutes en mettant un like à cette vidéo et en laissant un commentaire. Merci d'avance pour votre générosité. Notre cerveau ne peut pas s'empêcher d'évaluer tous les événements que nous rencontrons dans notre quotidien. Si nous les représentons sur une ligne, nous pouvons indiquer les centres comme un événement normal, neutre. Si nous avançons progressivement vers les côtés positifs, nous pouvons évaluer un événement comme bon, très bon ou génial. Et dans les côtés négatifs, nous pouvons l'évaluer comme mauvais, très mauvais ou terrible. Qu'est-ce qui fait qu'un événement se trouve dans un des deux extrêmes, génial ou terrible? Génial est un événement pour lequel nous pouvons dire « c'est clair que je vais être heureux pour toujours ». Et au contraire, terrible est une situation pour laquelle on dirait « je ne peux pas être heureux, cela n'aurait pas dû arriver, je ne peux pas le supporter ». Une des grandes difficultés qui nous empêche de développer une certaine force mentale et émotive est que nous pouvons avoir tendance à évaluer comme faisant partie des deux extrêmes des situations qui seraient beaucoup mieux positionnées dans la partie intérieure de la ligne. Tant que nous évaluons une expérience difficile que nous vivons comme mauvaise, même si elle génère une réaction désagréable, cela ne nous empêche pas de mener une vie heureuse et de profiter de ce qui nous entoure. Mais dès que nous nous disons qu'il s'agit d'une expérience terrible, nous ne pouvons pas éviter de développer une émotion d'anxiété ou de dépression. Dès que nous apprenons à évaluer de manière plus objective, réaliste et constructive ce qui nous arrive, nous allons ressentir des émotions beaucoup plus sereines, posées. Une des raisons pour lesquelles nous finissons par extrémiser notre évaluation est que nous oublions que finalement, en tant qu'être humain, nos besoins essentiels sont vraiment très limités. Une fois que nous avons suffisamment à boire, à manger et une protection contre les intempéries, il est possible d'être heureux. Nous n'avons pas besoin d'un appartement de propriété, du succès professionnel ou des vacances à la plage pour être heureux. Une fois que les nécessités de base sont couvertes, nous pouvons ressentir le bonheur.
Cela ne signifie pas que la maison, la carrière ou les vacances ne sont pas des choses agréables et désirables. Juste, elles ne sont pas indispensables. De la même manière, nous pouvons arrêter d'exagérer les effets des problèmes que nous rencontrons. Bien sûr, les adversités ou les contretemps peuvent être frustrants, désagréables. Mais dans quelle mesure ils nous empêchent vraiment d'être heureux? Voici une question qui aide à remettre les choses en perspective. Dans quelle mesure ce qui vient de m'arriver ou que risque de m'arriver m'empêche de réaliser des actions de valeur pour moi ou pour les autres? Notre tendance à ressentir des exigences vis-à-vis de nous-mêmes, les autres et le monde en général nous fait perdre la perspective. Nous associons notre bonheur à la réalisation des choses parfois impossibles, irréalistes. Ne jamais être en retard à cause des bouchons, que les autres soient toujours disponibles à répondre à nos attentes, qu'il n'y ait pas des imprévus dans les projets que nous sommes en train de réaliser. L'auteur classifie ses croyances irrationnelles en 3 groupes. Je dois tout faire bien ou très bien. Les autres devraient toujours me traiter correctement, de manière juste et considérée. Les choses doivent m'être favorables. Tant que l'on considère que ces préférences représentent des besoins, nous nous retrouvons dans une équation impossible, qui nous fera sentir mal, peu importe ce qui se passe. Si nous n'arrivons pas à satisfaire notre besoin, nous ne pourrons pas être heureux. Et même quand nous arrivons à les satisfaire, nous ne serons pas heureux non plus, puisqu'à partir de ce moment, nous aurons peur de perdre ce que nous avons acquis. Un comportement plus sain, qu'on pourrait définir adulte, consiste à comprendre qu'il n'y a pas besoin de ces choses pour être heureux. C'est naturel d'avoir des désirs et souhaiter qu'ils arrivent, mais nous devons garder à l'esprit qu'ils ne sont jamais indispensables pour notre bonheur. J'aimerais tout faire bien, mais j'en ai pas besoin pour profiter de ma journée. Ce serait top que tout le monde me traite correctement, mais je peux m'en passer. Comment j'aimerais que les choses me soient favorables, mais ça ne peut pas être toujours le cas. Je l'accepte, et même comme ça, je peux être heureux. Une fois décidé que nous souhaitons changer d'attitude mentale, arrêter d'évaluer les situations que nous rencontrons comme terribles, et en transformant nos exigences dans nos désirs, nous risquons de rencontrer 2 freins principaux. Le premier est de croire que c'est bien de s'inquiéter des choses, en pensant que de cette manière, nous allons mieux nous en occuper. En réalité, la préoccupation n'est jamais un trait positif. Nous pouvons désirer d'arriver à un objectif, acquérir les compétences nécessaires et travailler pour l'atteindre, mais sans enfler les conséquences de ce qui pourrait se passer si jamais nous n'y arrivons pas. Ce ne sera jamais terrible. Le deuxième frein est de croire que les sentiments que l'on ressent sont des bons sentiments puisqu'ils sont authentiques et que l'on a droit de ressentir et interpréter les choses comme nous le souhaitons. Si effectivement nous avons toujours la liberté de ressentir les choses comme nous les souhaitons, cela n'empêche pas que si nous alimentons des sentiments extrêmes pour beaucoup de situations de la vie courante, nous risquons d'augmenter la charge d'anxiété, colère ou peur de notre quotidien. Une méthode efficace pour identifier nos croyances irrationnelles ou exagérées et les remplacer par des croyances rationnelles et plus objectives consiste à pratiquer la routine du débat. Il s'agit d'une pratique en 3 étapes. Première étape, découvrir les croyances irrationnelles. Derrière toute réaction émotive exagérée, on peut trouver une pensée qui nous pousse à une évaluation des niveaux terribles. Quand, dans notre quotidien, nous nous rendons compte que nous ressentons cette émotion négative, nous pouvons l'analyser pour identifier les croyances irrationnelles qui la génèrent. Deuxième étape, combattre les croyances irrationnelles. Dans cette étape, nous allons à la recherche des contre-arguments qui prouvent que ces croyances sont erronées. Et le plus d'arguments nous trouvons, le mieux c'est. Nous pouvons faire des comparaisons. Y a-t-il des personnes qui, dans la même situation, sont heureuses? Il ne sera pas difficile de trouver des personnes heureuses dans des situations bien pires que la nôtre. Nous recherchons des possibilités. Même en présence de cette difficulté, est-ce que je pourrais réaliser des objectifs intéressants pour moi ou pour les autres? Nous découvrirons alors qu'il y a toujours un espace dans lequel se développer, profiter et grandir. Nous pouvons utiliser l'argument existentiel. Qu'est-ce qui sera de moi et de mon problème dans 100 ans? La réponse sera toujours « rien. Je serai mort et cette situation n'aura plus aucune importance ». Penser à sa propre mort peut sembler une réflexion extrême.
mais cela aide énormément à retrouver immédiatement de la perspective sur les situations que nous rencontrons. Troisième étape, établir la croyance rationnelle. À ce stade, nous pouvons identifier des croyances positives, constructives, qui nous permettent de renforcer notre état mental et émotionnel. Cela n'empêche pas, bien sûr, de vivre des situations difficiles ou désagréables. Elles font partie intégrante de l'expérience humaine. Mais cela évite d'exagérer l'évaluation de sa propre expérience comme quelque chose de terrible. Pour que ces croyances rationnelles soient efficaces, nous devons être convaincus de leur véracité. Les répéter comme un perroquet n'est pas suffisant. Et nous devons aussi faire preuve de persévérance. Nos vieilles habitudes ne vont pas s'arrêter à la première fois. Comme pour un entraînement sportif, nous devons travailler régulièrement sur nos croyances pour développer notre force mentale et émotive. Un autre exercice qui permet de prendre de la distance avec ces exigences et développer la résilience émotionnelle est de nous imaginer dans des situations négatives, contraires à nos souhaits, et à se visualiser heureux tout de même. Par exemple, pour combattre les croyances que pour être heureux, il faut posséder beaucoup de choses, ou être toujours occupé, ou dégager une image positive, nous pouvons nous imaginer dans la situation d'un sans-abri, sans possession et sans travail, et prendre conscience que même dans cette situation très inconfortable, nous pourrions trouver plusieurs sources de bonheur. Même sans ressources matérielles, nous pourrions tout de même aider les autres, par exemple en collaborant avec des ONG, cultiver des relations d'amitié avec les autres volontaires par exemple, continuer à apprendre et à étudier, prendre soin de notre corps et de notre esprit, développer notre vie artistique ou spirituelle. Si nous arrivons à nous imaginer comme étant heureux dans des situations difficiles, on peut plus facilement retrouver du recul et voir à nouveau les occasions que l'on a d'être heureux dans notre situation actuelle. D'après l'auteur, même en présence d'une maladie et de la douleur physique, il est possible de cultiver des moments de bonheur. D'autres personnes ont réussi à le faire et leur exemple a été une inspiration pour leur famille et leurs proches. Et nous pouvons nous-mêmes modéliser et prendre inspiration des personnes qui, à notre avis, représentent des exemples remarquables de force de caractère et de personnalités positives, malgré des situations difficiles qu'ils peuvent avoir vécues. Un exemple de ce type est Stephen Hawking, le physicien anglais qui a découvert la théorie du Big Bang, l'un des scientifiques les plus importants du siècle dernier, et qui a dû lutter depuis ses 20 ans contre une maladie dégénérative très rare, qui lui a peu à peu empêché de bouger et de parler, avec une espérance de vie de quelques années seulement. Malgré un état de santé extrêmement délicat, Stephen Hawking a réussi à mener une vie heureuse et apporter une contribution énorme à la science moderne. Voilà, vous connaissez désormais les conseils partagés par Raphaël Santandreu dans son livre « L'art de ne pas s'empoisonner la vie » pour arrêter d'évaluer de manière excessivement négative les difficultés et les problèmes que nous rencontrons, de transformer nos exigences en désirs pour garder toujours à l'esprit que nos nécessités pour être heureux sont très, très limitées. Si vous êtes intéressé à en savoir davantage sur le stoïcisme, je vous invite à voir la vidéo dédiée au livre « Le petit livre du stoïcisme » de Jonas Salzberg ou encore la vidéo dédiée au livre « L'obstacle et le chemin » de Ryan Holiday. À très vite pour de nouvelles idées.